Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes philosophe, directeur du Monde des religions. Votre dernier livre, c'est La guérison du monde chez Fayard, mais vous en avez fait de bien nombreux. Et vous êtes un des éminents spécialistes de la vie au Vatican. Et évidemment, 2 journées, aujourd'hui et demain, très très importantes dans la vie du Vatican, avec une allocution aujourd'hui assez inédite de la part de Benoît XVI, s'adressant à la première personne, en disant, en remerciant le monde entier, les catholiques, d'avoir accueilli... Même la curie romaine. Même la curie romaine, d'avoir bien accueilli sa décision, parlant de son avenir, en disant je ne quitte pas Dieu, je ne retourne pas à ma vie habituelle. Comment vous l'interprétez? Non, mais c'était un peu attendu, parce que c'est quand même, bon, on l'a dit maintes fois, c'est quand même tout à fait rarissime dans l'histoire qu'un pape démissionne, donc il fait ses adieux. Et il ne pouvait le faire que sur un ton personnel. Donc effectivement, le ton était très intime, assez émouvant. Et en même temps, il n'a pas dit grand-chose, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de révélation. Il était là pour rassurer les fidèles. Le pontificat de Jean-Paul II a commencé par cette phrase célèbre « N'ayez pas peur ». On pourrait dire que le pontificat de Benoît XVI se termine par cette phrase « Ayez confiance ». C'était le but de toute son intervention. C'était de dire « Dieu est là, ne vous inquiétez pas, la barque tangue, mais ayons la foi et tout ira bien ». Parce qu'il a peut-être pris conscience que par cette démission, il a aussi semé, il a aussi semé le doute. Il a aussi induit que il y avait des problèmes, qu'il fallait peut-être plus de transparence, qu'il reconnaissait une sorte d'impuissance à régler un certain nombre de questions. Et donc ça, il a voulu rassurer. Absolument, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que le fait d'avoir démissionné à la fois, c'est perçu, c'était salué comme un acte prophétique, comme quelque chose de courageux, qui peut changer l'avenir de l'organisation de la papauté, etc. Mais en même temps, ça a semé le doute dans la tête de beaucoup de fidèles qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a des rumeurs qui sortent partout, la presse italienne nous fait part d'un tas de choses. Oui, les dernières sont sur les cardinaux homosexuels, les chantages. Les lobbies. Alors du coup, les gens s'inquiètent et il avait besoin de rassurer. C'est-à-dire de dire, tout va bien, il y a des problèmes, mais c'est pas si grave que ça, parce que son ton était quand même, faut quand même voir qu'il a remercié. Il a remercié, je disais, non seulement effectivement les cardinaux, mais la curie romaine, alors qu'on sait qu'il a plein de problèmes avec la curie romaine, et le service de communication du Vatican qui a fait vraiment des ratés pendant des années. Donc là, on se dit, il fallait dire finalement, on est une famille unie. Il n'y a pas de division et on va essayer de régler les problèmes tranquillement avec la foi dans le Seigneur, ayons confiance. C'était vraiment un message destiné à rassurer. C'est un pape qui a fait une entrée assez chahutée, qui a fait un certain nombre de gaffes, entre guillemets. On lui a reproché le discours de Ratisbonne, d'autres choses. Il essaye de réussir sa sortie maintenant, n'est-ce pas? C'est très important de réussir la sortie. Alors oui, vous avez raison. Je pense qu'il a été aussi marqué par la fin de Jean-Paul II, où il a mal vécu, il l'avait dit d'ailleurs, la dernière semaine où on voyait Jean-Paul II mourant, qui pouvait plus marcher, etc. Et il n'a pas envie de terminer comme ça, parce on l'a senti très fatigué. C'était frappant de voir comme il est marqué. Donc il sent qu'il est un peu au bout du rouleau et il n'a pas envie de terminer, ni dans un état effectivement physique totalement délabré, ni non plus avec des scandales à répétition qu'il n'arrive plus à maîtriser. Donc je crois qu'il s'est dit là, je peux plus gérer, je pars, c'est très sage, mais en même temps, c'est pas un calcul politique. Je crois que c'est un aveu d'impuissance, de découragement, même s'il le dit pas comme ça, mais on le sent bien. Mais c'est bien encore une fois qu'il l'ait fait, mais tous les problèmes restent là. Alors justement, d'abord concrètement, qu'est-ce qui se passe au Vatican? Alors demain, il y a évidemment cette journée très importante où vers 17h, il va s'envoler et quitter le Vatican pour aller à Castel Gandolfo. Mais qui gère le Vatican pendant ce temps-là? Comment ça se passe? Comment on prépare le conclave? Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà demain, il y a une réunion importante avec les cardinaux qui devraient rencontrer, et c'est un moment dans lequel il va annoncer officiellement sa démission, mais il peut tout à fait avoir aussi des paroles, je dirais, personnelles, que nous n'entendrons pas, mais qui peuvent être importantes pour la suite. Ensuite, il a dit qu'une fois qu'il sera à Castel Gandolfo, il serait coupé de tout. On a même une annonce du Vatican disant qu'il n'aurait pas le téléphone. C'est-à-dire que de manière à ce qu'on ne puisse pas soupçonner qu'il cherche à influencer qui que ce soit. Mais on sait très bien pendant le conclave. Pendant tout le temps du conclave. D'accord. Mais après,
C'est quand même inédit, c'est Et pareil. pendant la préparation du conclave, c'est-à-dire que c'est ça qui est important, parce que pendant le conclave, on ne peut pas contacter les cardinaux. Mais pendant disons, les 10 jours, le conclave devrait avoir lieu la semaine du 11 mars. Donc pendant les 10 jours qui vont suivre, il a dit qu'il ne voudrait avoir aucun contact avec les cardinaux. C'est quand même très important. Donc il n'influencera pas, voilà. Il n'aura pas son candidat. Alors, on sait déjà quel est son candidat, puisque ça fait quelques années qu'il prépare quelqu'un. Son nom c'est Angelo Scola, c'est un cardinal italien qui est proche de lui, qu'il connaît bien, qui était patriarche de Venise, qu'il a nommé à la mort du cardinal Martini en 2011 archevêque de Milan, qui est le plus gros diocèse d'Italie. Et cet homme-là, en même temps, est un homme donc très proche du pape actuel, de Benoît XVI, et en même temps, c'est un très bon connaisseur de l'islam. Ce qui fait, comme on sait qu'un des grands enjeux, évidemment, de l'avenir, c'est la relation entre le monde chrétien et le monde musulman, c'est un choix qui peut apparaître assez judicieux. Maintenant, ça pose d'autres problèmes. C'est que cet homme-là est aussi un homme assez conservateur, qui connaît très bien la curie romaine et qui n'a peut-être pas envie complètement de faire le ménage. Donc, ce serait un choix, je dirais, qui irait dans le sens de ce qui s'est passé plutôt ces dernières années, c'est-à-dire de ménager la chèvre et le chou. Ce n'est pas un choix de réforme radicale. Je continue sur cette idée d'un pape bis, parce que bien sûr, il sera ensuite retiré. Il dit qu'il ne reprendra pas sa vie de conférence, sa vie de relations extérieures, de voyage, et qu'il continuera à prier, à réfléchir, à écrire, on le suppose. Mais enfin, il va aussi influencer le travail du futur pape. On n'imagine pas qu'il va rester à l'écart complètement. Alors, le connaissant un peu, tel qu'on peut le percevoir, c'est pas un homme d'intrigue. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui va chercher à avoir une influence. Par contre, il est tout à fait possible que le prochain pape ait envie de le consulter. Oui. Donc là, je pense qu'il ne dira pas non à la possibilité de donner des conseils, d'influencer si certains cardinaux, notamment, vous savez, il peut y avoir des réformes de fond. Imaginons, ce que je ne crois pas beaucoup, qu'on ait un pape très réformateur, qui dise vraiment qu'il faut faire des grands changements, non seulement à la curie romaine, ce qui ne gênera pas Benoît XVI, mais allons beaucoup plus loin, remettons sur le tapis sur la doctrine, et notamment la question du mariage des prêtres, l'ordination d'hommes mariés, de la place des femmes, etc. Imaginons que ça aille jusque-là. Vous pouvez avoir pas mal de cardinaux qui vont aller voir Benoît XVI en disant « mais est-ce qu'il ne va pas trop loin ?» etc. Et donc là, il peut jouer un rôle, effectivement. Si on touche à des questions intellectuelles ou théologiques, je pense qu'il va continuer d'avoir un rôle. Mais donc, ça va être une sorte de cohabitation, quoi. Complètement. Alors, ce ne sera pas le cas, encore une fois, pour des questions de gouvernance quotidienne de l'Église. Ça, il ne veut plus en entendre parler. Mais par contre, pour des questions théologiques, des questions qui relèvent de la morale, de la doctrine, il peut tout à fait avoir un rôle un peu d'éminence grise, favorable ou défavorable au projet du futur pape. Donc c'est complètement inédit. Le futur pape, vous disiez donc Angelo Scola, peut-être son poulain, mais sinon dans les autres candidats et dans les autres personnalités qui émergent. En dehors de ce nom qui est très probable, après c'est vraiment la grande inconnue, parce qu'il n'y a pas d'autres personnalités qui ont été entre guillemets un peu préparées. Donc après, il peut sortir un nom totalement inattendu, comme ça avait été le cas de Jean-Paul II par exemple, et parmi les noms qui circulent, des cardinaux un peu connus, je dirais qu'il est probable que le cardinal Schönborg, qui est l'archevêque de Vienne, oui, a un bon profil. Parce que c'est un profil à la fois de quelqu'un de très proche de Benoît XVI, c'est un de ses disciples intellectuels, et c'est en même temps un des plus progressistes, si on peut utiliser ce mot, parce que ce sont tous des gens conservateurs. Ils ont tous été nommés par Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais parmi, je dirais, les cardinaux, il est assez jeune, et il a vraiment une volonté de réforme assez profonde, et il s'est déjà prononcé sur certains sujets. Il a déjà dit notamment qu'il faudrait reposer la question du célibat des prêtres. Il s'est engagé en faveur des homosexuels. Il a dit qu'il faut que l'Église ait un autre discours sur l'homosexualité. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un d'ouvert. Ça, c'est un candidat possible qui ferait certainement plus loin, je dirais, un travail de réforme qui ne toucherait pas simplement la curie romaine, mais qui pourrait toucher des questions de fond. Benoît XVI lui-même, il voulait nettoyer les écuries d'Augias. Au début, il voulait ramener un peu à l'essentiel. Il a compris les intrigues, les influences. Il n'y est pas arrivé. Pourquoi ? Eh bien, j'aimerais bien le savoir. Parce que quand il est arrivé, vous avez tout à fait raison, il avait dit d'ailleurs, prier pour que Dieu me donne la force d'affronter les grands problèmes. Et la question, il avait même dit de la question du mal dans l'Église. Il pensait clairement à la curie romaine, ce qui s'est révélé après avec l'affaire du Vatilix, totalement vrai. Donc là, je crois qu'il n'a pas eu la force, l'énergie, ou bien, ce qui serait plus grave, il n'a rien pu faire parce qu'il y avait des scandales, des situations explosives
et il a eu peur que tombent dans la place publique des révélations. Et donc là, on est peut-être devant des problèmes effectivement de fond. Et je ne suis pas sûr que son successeur arrive aussi à faire bouger les choses. Et c'est là qu'on est éclairé par la révélation du journal italien La Repubblica de la semaine dernière, qui nous dit, la journaliste, une journaliste très sérieuse, qui nous dit, selon des informations dont on n'a pas évidemment accès aux sources, il y aurait dans les documents de l'enquête qui a été faite par 3 cardinaux à la demande de Benoît XVI sur qu'est-ce qui se passe exactement dans la curie romaine depuis l'affaire du Vatilix, il y aurait une révélation sur un réseau d'un certain nombre de prélats homosexuels qui seraient tenus par un chantage lié à des personnes extérieures au Vatican. Si cela est vrai, ça voudrait dire que ces prélats-là sont peut-être des gens qui sont liés à la Banque du Vatican, à toutes les affaires de corruption qui existent dans le Vatican et qui ont été dénoncées par le Vatilix, et qui ne font pas bouger les choses parce qu'ils sont prisonniers, eux aussi tenus par des photos compromettantes, toutes choses comme ça. Et c'est peut-être ça, pour répondre à votre question, qui expliquerait qu'il n'a rien pu faire, parce qu'il a eu peur que si on réforme les choses, il y ait des scandales très graves qui sortent sur la place publique. Et qui, évidemment, portent atteinte à l'image de l'Église en général. Mais ça a été comme les affaires de pédophilie. Bien sûr, on n'en a pas parlé de peur de faire un scandale. Oui, mais alors, est-ce que ça peut changer? Par exemple, dans le conclave, est-ce que cette affaire d'un certain nombre d'évêques éventuellement ayant couvert ou n'ayant pas dénoncé à temps des actes de pédophilie, est-ce que ça va être l'occasion peut-être d'avancer sur cette question ? Ça, on ne sait pas. C'est-à-dire que ça peut être l'occasion de faire le ménage une fois pour toutes et de dire soyons dans la transparence, arrêtons de protéger l'institution, de sacraliser l'institution, protégeons les personnes, allons dans le sens de la vérité, allons dans le sens de l'évangile tout simplement, qui prône des valeurs de vérité, de justice, d'honnêteté tout simplement, puisque le Vatilix a révélé des affaires de corruption. Donc là, je crois qu'effectivement, soit le prochain pape et les cardinaux vont discuter de ça, vont décider d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire vraiment le ménage, de nettoyer les écuries d'Augias, ce que n'avait pas fait Benoît XVI, alors qu'il avait dit qu'il le ferait, soit ils vont avoir peur, et on va encore avoir des scandales à répétition, et là je crains qu'ils ne fassent pas la réforme dès le départ, s'ils ne profitent pas de l'élection du pape pour faire la réforme, on aille vers une vraie déliquescence du Vatican. Merci beaucoup Frédéric Lenoir. Évidemment, on va surveiller ça, regarder ça et nous serons en édition spéciale toute la journée de demain. Merci de nous avoir éclairés ce soir sur ces phrases ce matin d'émission d'adieu de Benoît XVI.